Faisons une FAQ. On va évidemment parler de basket. Toujours, mais on va pouvoir aussi dériver sur d'autres sujets, la danse, la musique, le graphe, le skate, ce que tu veux, Erwan. C'est votre moment, vous nous mettez dans les commentaires là tout de suite les différents sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte et qu'on discute. Je promettais de parler de fromage, bon, on va parler de fromage dans un instant. Mais avant tout ça, Erwan, je sais que vous êtes déjà très bavard là, je vous vois. Je voulais commencer avec le programme de l'équipe de France. L'équipe de France joue, Erwan, ce week-end. Vendredi et dimanche, 2 matchs ultra importants pour la qualification à la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Tu peux me mettre ça, Tom, s'il te plaît, rapidos. C'est disponible sur Beansport. Les matchs sont commentés par Rémi et par Jacques. Vendredi, la Hongrie-France, bon, c'est 2 fois France-Hongrie, bien sûr, mais vendredi à 18h et dimanche à 18h aussi au Mans. J'espère que vous êtes nombreux d'ailleurs à aller dans cette belle salle d'Antares. Vous allez pouvoir supporter notre équipe de France et Sylvain Francisco. Vous avez vu qu'avec les histoires de joueurs d'Euroleague, il y a des matchs le premier jour, ils arrivent, c'est un peu le bazar. Le but, c'est quand même de se qualifier du mieux possible, parce que sinon, on va se mettre dans la mouise. Exactement. Mathis Dossouvo sera pas là, il a été blessé, il va être remplacé. Donc c'est la dernière info, mais c'est 2 matchs très importants et c'est bien de retrouver certains joueurs d'Euroleague, parce que c'est vrai que quand on doit piocher, on sait qu'on a un joli réservoir, mais l'arrivée de Sylvain notamment qui est en course pour faire une saison de MVP en Euroleague, il est clairement en course pour être élu MVP. Ça va aider pas mal de choses. Et quand on a vu certains joueurs à la Leaders Cup aussi, ça peut être rassurant. Il va falloir quand même aller gagner en Hongrie. C'est des bons bourbiers là-bas. Absolument, donc voilà, à suivre sur Beansport et lundi, en fonction des résultats, on se fera évidemment un petit point équipe de France. Vous savez que c'est notre cœur qui parle lorsqu'on parle de l'équipe de France, même lors des fenêtres en cours de saison. Alors les premières questions sont arrivées, dans un instant on parlera un peu de Best Shooter au live parce qu'on a reçu des nouvelles vidéos et on va pouvoir vous les mettre et les commenter ensemble. Merci d'ailleurs pour tous vos petits messages parce que ça nous fait beaucoup rire. Alors j'ai vu un premier commentaire, Erwan, c'est plus une réaction parce que vous avez peut-être vu l'info passer hier, c'est Romain, je crois qu'il nous parle de ça. Il dit pensez-vous qu'un jour on pourrait croire que Wemby réclame aux dirigeants des Spurs la venue de son pote Bilal à ses côtés? Ça va me permettre d'ouvrir surtout sur l'éventuel contrat que Victor va signer peut-être l'été prochain, sa prolongation après son contrat rookie, de plus de 300 millions de dollars. On l'a vu passer. C'est attendu. On attend que ça. Oui, on attend que ça, mais c'est dans la logique. C'est dans la logique de la flambée des prix des droits télé NBA qui forcément se répercute sur les contrats. C'est comme ça que ça fonctionne. On découvre rien. On a quand même vu depuis une quinzaine d'années, on a vu les contrats grossir. Donc évidemment que Victor, qui est censé devenir très rapidement le meilleur joueur de la planète, il va prendre le jackpot. Jérémy Mediana aimait à dire que Victor allait être le premier joueur à gagner 1 milliard de gains. Oui, de salaire. De salaire. Oui, de salaire. Vaut mieux signer des contrats à 300 millions pour ça, quoi. Victor aura toujours le 100% du max tant qu'il sera sur les terrains. Donc c'est une évidence, mais c'est vrai que quand tu vois les longues carrières des joueurs des années 2000, c'est 300 millions, il y avait presque aucun joueur qui avait ce type de montant, et finalement c'est sur un contrat pour la première année après ton contrat rookie, ça fait quand même tourner la tête, mais on sait que Victor de toute manière est ultra préparé quant à tout ça. On fait un petit point. Victor, tu le sens comment en ce moment? Enfin, je dis ça, c'est une question rhétorique, hein. Il a l'air en grande forme. Le drip qu'il met sur Maxime Reynaud là, tu sais que j'ai regardé au moins 5 fois la vidéo, je me dis, il a vraiment fait ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui va vite. Oh là là. Qu'est-ce qui va vite pour cette année. Je le sens en mission. Je pense que il s'est rendu compte, après un peu plus de la moitié de la saison, en voyant le bilan des Spurs, en sortant un petit peu de ses pépins physiques aussi, je trouve que là, il enchaîne quand même les matchs, il enchaîne les bonnes prestations. Son équipe gagne, ils sont 2e de la conférence Ouest. Il l'a dit, ça n'est pas caché, mais je crois qu'il y croit et c'est ce qu'il doit un peu diffuser aussi dans les vestiaires avec son équipe. Il se dit, mais les gars, on peut être champion NBA. Pour moi, ça va me paraître tôt parce qu'on sait que l'apprentissage des playoffs par moment, c'est pas quand t'es une équipe jeune et plus forte et que tu joues contre des mecs qui ont plus d'expérience mais qui sont moins forts, c'est souvent l'expérience qui prime. C'est un peu cette logique. C'est nous en tant qu'observateurs, c'est l'histoire de la NBA. Mais lui, ils ont intérêt à y croire. Exactement. Mais lui, j'ai l'impression qu'il s'est dit oula, mais attends, mais en fait, on pouvait y arriver, on va y arriver, mais là on peut y aller dès cette année. Dès cette année, on peut tenter le coup. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare. Et encore une fois, il a cette diffusion globale sur son équipe. Aujourd'hui, les Spurs, ils jouent comme une équipe qui veut être championne. Ça se voit direct dans les attitudes. Il y a pas un mec qui triche. Et donc je le sens bien, Victor, je le sens parfait. Quand on lui parle de l'équipe de France, il fait j'espère voir venir, mais le plus tard possible, parce que ça voudrait dire que je suis allé le plus loin possible en finale NBA. Donc il s'est jamais caché de ses ambitions, mais je trouve que
il parle et je vois une attitude aussi qui correspond à ce qu'il dit en conférence de presse. Donc je le sens bien dans sa tête, bien dans ses pompes, Victor. Oui, il est en pleine possession de ses moyens. Les Spurs, au global, on dégage quelque chose là. C'est pour ça que le match, alors si vous regardez en replay, le match était sûrement hier ou avant-hier, mais le match contre Détroit va nous donner des débuts de réponse. Ils vont aussi jouer à New York dans quelques jours. Et vous savez que les grands joueurs adorent briller à New York. Et l'année dernière, tu as pu le voir d'ailleurs, Victor, au Madison Square Garden. Il avait été excellent d'ailleurs. Ouais, il a mis 41, je crois. Ouais, c'était ça. 40, il avait été très très bon. Bon joueur de basket, Victor Wembanyama. Franchement, un 25 décembre, Madison Square Garden, Knicks, Spurs avec Victor qui met 40. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beau cadeau du Père Noël. Un cadeau à 4 000 $. Erwan, tu t'es fait plaisir, je me souviens très bien. Ouais, mais c'était pour quelqu'un qui en valait la peine. C'est vrai. Pour toi-même, du coup. Entre autres. Bon, d'accord. On reste chez les Français. Il y a Isabelle qui nous pose une question parce que c'est l'une des infos. Ouais, Isa. Tout à fait, Isa. Elle est là. Et elle nous pose la question. Kylian Hayes a un énième petit contrat en NBA. Vous avez vu que Kylian Hayes a signé avec les Kings un 10-day contract. Qu'est-ce qu'on en pense? Sachant que lui, il fournit la G-League. Qu'est-ce qu'on pense, Erwan? Écoute, j'en pense que c'est bien pour lui. Il veut poursuivre son rêve NBA coûte que coûte. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on traduit un petit peu la gestion de la carrière de Kylian Hayes. Eh ben, le mieux, c'est d'être en NBA, de se montrer. Bon, là, il va avoir 10 jours pour se montrer dans une équipe des Kings où Zach LaVine ne va pas finir la saison. Je pense que on va donner la chance à tout le monde. C'est un petit peu un try-out sur les prochaines semaines au général du côté des Kings. Eh ben, qui se montre Kylian Hayes. Voilà, il a montré qu'il avait rien à faire en G-League. On lui file un contrat de 10 jours, faudra se montrer, faudra être bon, faudra être dans la bonne attitude, être bon sur des petits moments de match pour dire qu'on mérite plus le match d'après, et qu'au bout de 10 jours, ils disent tiens, on t'en redonne un autre, et puis ensuite on te signe peut-être pour la saison prochaine. C'est comme ça, voilà, il a décidé de vivre cette aventure qui est pas la plus simple et qui est très dure de vouloir s'accrocher à son rêve NBA. Bravo à lui. Est-ce que c'est le bon choix? On n'est pas là pour en parler désormais. On verra la fin de sa carrière. Mais là, il veut jouer en NBA. On lui donne 10 jours pour se montrer. Montre-toi, mon grand. T'as l'air affûté, montre-toi. En plus, c'est parfait, puisqu'il arrive dans une équipe en forme. 16 défaites d'affilée à Sacramento. Il pourra apprendre de notre ami Russell Westbrook, bien sûr, qui fait sa saison, vous le savez, avec Massimo Regno, etc. Alors, on a notre premier auditeur qui nous a appelé et on va pouvoir le prendre. Vous nous appelez, bien sûr. Vous proposez des sujets à Tom et ensuite, on vous fait passer à l'antenne. Et dans le même temps, je continue à lire, bien sûr, vos questions. Est-ce que Julien nous entend? Salut Julien. Yes, salut les gars. Ça va? Salut le jus. Ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bien. Ça va? Ah, très bien. Bon, alors de quoi tu veux qu'on parle, Julien? Yes, plusieurs questions, mais la première, on va s'atteler sur le basket. Moi, je voulais savoir, selon vous, alors on va oublier les stats, les prédictions des experts dans le domaine, mais quelle est la finale NBA qui vous ferait le plus kiffer, en fait, la plus kiffante? Si on dit autre chose que Lakers-Knicks, on a vécu un Lakers-Knicks à la salle, on a bien rigolé. Si un jour on avait un Lakers-Knicks sur une série de finales NBA, pour moi, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Enfin, pour nous, pour la NBA, le storytelling, le machin, ce serait exceptionnel. Mais bon, là, je fais vraiment mon adolescent, bien sûr. Oui, c'est la finale de rêve. Mais il faut le faire l'adolescent. En tout cas, chez First Sim, ça mettrait une atmosphère, une ambiance. On vivrait les matchs, on ferait des débriefs assez fou, incroyable. Moi, aujourd'hui, tu me demandes deux équipes pour mélanger un petit peu, pour balance le côté kiff et le côté ce que j'ai envie de voir. J'aimerais bien voir les Spurs face aux Knicks, pour le coup. Alors, les Knicks. En plus, je te dis, les Knicks, au plus ça va, au plus je commence à me dire gna gna gna. Mais les Spurs face aux Knicks, ça serait quelque chose. Les finales qui reviennent à New York avec toute cette effervescence. Et Victor, du coup, qui vient jouer aussi à New York, ça ferait une belle revanche de 99. Voilà, il y a plein de revanches possibles, parce que tu vois, quand tu disais ça, je pensais que tu avais parlé de Détroit. Un Spurs Pistons 20 ans plus tard, ce serait incroyable. Il n'y aura pas Robert Torrey sur le terrain, mais ce serait quand même une finale de ouf. Est-ce que toi, tu as une finale que tu aimerais voir par-dessus tout? J'en avais une, mais Erwan, il vient de me la prendre. C'est ce que je fais. That's what I do, bro. Et une autre équipe de la conférence Ouest, du coup, est-ce qu'il y a, à part les Spurs, à part les Lakers, là dont on parle, est-ce qu'on a envie de voir les Nuggets? Ici déjà, il y a pas longtemps, donc je pense qu'on a envie de changer. Les Nuggets, est-ce qu'ils nous font vraiment vibrer cette année? Pas forcément. Donc forcément, et les Lakers, honnêtement, avec ce qu'ils montrent, j'ai pas trop envie de les voir. Je te trouve très sévère, Julien, avec OKC, on les a vus l'année dernière. Moi, je suis très curieux de voir cette équipe-là revenir en finale et jouer pour un back-to-back. On n'a pas vu de back-to-back depuis quand même
pas mal de temps, Depuis 2018. Moi, je suis très curieux de revoir ce groupe-là, parce qu'il y a aussi écrire l'histoire, et on sait que quand tu fais un back-to-back, tu rentres dans une place de l'histoire où il n'y a pas beaucoup d'équipes. Moi, je suis très curieux, et ça serait très cool, je trouve, de revoir OKC en finale se battre pour défendre son propre titre. On a toujours envie de voir les équipes défendre leur titre en finale, et puis Denver, je trouve que tu les enterres. Moi, Denver au complet, revoir Jokic être potentiellement champion NBA, ça me déplairait pas non plus. T'as une autre question? Non, comme je l'ai dit, c'est pas par rapport au niveau. Si tu me demandes par rapport au niveau, forcément que OKC, je les mets dans le top. C'était plus sur la hype et la vibe que je parlais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ah, mais t'as pas de hype pour Denver et. T'as moins de hype pour Denver et OKC quand même? Ouais. On s'en bourgeoise, les gars. Après, je sais pas que. Ouais, j'ai vraiment moins de hype. Ouais. Après... Tu t'en bourgeoises un peu, mon Juju. Hein. Alors, on sait que t'as fait beaucoup d'oseille plus tôt dans ta vie, mais tu t'en bourgeoises un peu. non, mais c'est sûr. Mais après, j'avoue que j'ai beaucoup les Spurs. C'est pas grave forcément pour Wemby, mais pour l'histoire qu'ils sont en train d'écrire, parce que ça resterait une surprise. Comme par exemple à l'Est, si Boston arrive en finale, ça serait un peu dingue parce qu'on les attendait pas du tout là. Donc voilà, j'aime bien les surprises. En gros, j'aime pas trop quand c'est les favoris. Et oui, là, forcément, on parle de favoris. Mais l'histoire serait belle quand même. Ah, Boston, l'histoire, c'est très belle. Pour Jalen Brown surtout. Tu m'étonnes. T'avais une autre petite question, tu disais? Ouais, vous voulez qu'on reste basket ou on peut partir sur autre chose? T'es chez toi, mon pote. Je voulais savoir, depuis le début, là, vous avez eu pas mal d'invités sur Offense. Pour vous, c'est qui le meilleur invité que vous avez eu pour le moment? Ouf, bonne question. Celle avec SDM, et on a beaucoup rigolé. Hein. On a beaucoup rigolé. À un moment donné, où on se retrouve à parler d'Harry Potter avec SDM, bon là, vraiment, en termes d'univers, ça va être difficile de faire mieux. Hein. C'est très dur de parler toujours de meilleurs invités, parce qu'en plus, on a eu un panel entre Grégoire Margoton, SDM, Raymond Domenech, il y a ton pote Gillian qui a été là aussi. Qui va bientôt sortir. En 2 semaines. Ah, c'est compliqué à dire. Moi, j'ai beaucoup aimé Grégoire Margoton parce qu'on l'a découvert dans un autre registre. Moi, Raymond, n'en déplaise à tous ceux qui voulaient régler leur compte via nous sur l'émission, Raymond, c'était intéressant. Raymond, c'était intéressant. Puis, on est sorti de l'émission, on s'est dit, il a été plus fort que nous. Il nous a eu. Tu vois, il y avait ce truc un peu. Moi, chaque invité, en fait, il y en a d'autres qui arrivent. En fait, t'en ressors avec en disant j'aurais pu faire ça, tiens je suis content, j'ai pu aller là-dessus, j'ai pu avoir cette réponse là. C'est chaque fois c'est un nouvel exercice. C'est dur de classer les invités. Et toi, t'as regardé tous les Offense, Julien? Ouais, je pense, j'en ai peut-être zappé un dans l'histoire, mais non, je pense que j'ai tous vus. Après, j'ai bien aimé le contre-pied forcément avec Raymond Domenech. Ok. Et ça cool, et puis pas grand chose à redire au final. Hein. Les haters, je pense qu'ils trouveront toujours à redire, mais au final. Bien aimé ce contre-pied, de le faire venir, et en plus ça a été clean. Eh ben écoute, tant mieux. Merci de nous avoir appelés, Julien. Merci mon Juju. Merci à vous les gars. Merci à toi. On revient vite vers toi. Yes, pas de soucis. Salut. Ciao. Avant d'accueillir Nico dans quelques instants, on fait évidemment un petit point Best Shooter Live. On a reçu beaucoup de vidéos. Plus ou moins réussies. N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures actions, bien sûr, votre meilleur score. Si quelqu'un fait 15 sur 15, tant mieux pour lui, vraiment. Qui est le meilleur shooter de France. La vidéo est disponible bien sûr sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas au courant, on va dans 6 mois mettre en place une finale en public où d'ailleurs tout le monde pourra venir assister à tout ça pour savoir qui est le meilleur shooter de France. Il y aura des pros, il y aura des consultants, il y aura des créateurs de contenu, il y aura plein de trucs. On va essayer de faire une belle fête d'ici cet été. Et donc, comme tous les lundis, on va se faire un petit visionnage, Erwan. J'espère bien. Ben oui, allons-y tout de suite. Allons-y, Léo. Regardez. Alors, je prends les petites infos. C'est un duel. Tout à fait. Ils ont été bons là, ils nous ont fait double screen. Il y a un petit montage et tout ça. Alors, pendant qu'on regarde, vous le savez, bien sûr, on commence à 3 points. Dans le corner, on va à l'opposé, le elbow, le short corner avant les 10 tirs à 3 points de suite. Alors, je vous donne les petites infos. À gauche, c'est Manu qui shoot, mais j'ai pas le nom du deuxième mince. C'est 2 potes qui ont créé Baller Mop. En fait, c'est des balais personnalisés pour essuyer vous voyez là en bas, pour essuyer la sueur. C'est des vrais balais utilisés en NBA. C'est pas le grand truc là, comment ça s'appelle, le grand balai là qui marche absolument pas là, ça rend ouf. En tout cas, sachez que on vous invite à faire comme eux, envoyez des vidéos, tirez-vous la bourre. L'idée c'est que le meilleur de chaque terrain, de chaque club, de chaque équipe, filles ou garçons, seniors, etc., puisse être envoyé à Paris.
oui. Donc envoyez-nous des vidéos comme ça et on se fera un malin plaisir de les diffuser et de les regarder. On a vu des gestuels qui nous ont plu, d'autres un peu moins. L'important, c'est que ça rentre dedans. Eh oui, c'est le tir, le résultat. C'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, donc merci à vous de nous avoir envoyé des petites vidéos, les gars. On a regardé ça tous ensemble à la rédac, là, et on s'est bien marré. Parce qu'on a vu qu'il y avait un des deux qui était un peu meilleur. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà. Best Shooter Live, bien sûr. Ça se passe par mail. Vous nous envoyez par mail ou sur les réseaux sociaux. Vous connectez-vous d'ailleurs à Best Shooter Live. Est-ce que Steph va participer? Steph, il est déjà en train de nous insulter parce qu'il n'a pas fait, alors que le truc, il a 2 semaines. Donc, bien sûr qu'il va le faire, Steph. Laroukis va le faire. Kevin Séraphin veut le faire. Là, on va faire un gros tournage, on va tous les faire passer et on pourra vous montrer ici ou là qui a été le meilleur. Et je pense que là, on va pouvoir bien se marrer dans quelques temps. Larry Bird aussi m'a écrit, il veut le faire. Larry Bird n'a pas touché de ballon depuis 7 ans et il a décidé de reprendre pour nous. Il y a moi qui gagne quand même. Hein. C'est possible. Après, bon, il commence à vieillir. Oui, c'est vrai, ils sont vieux, les mecs. Hein. Ouais, c'est vrai. 70 piges. Oui. À un moment donné, bon, hein. Ça joue. Vous avez vu que Pat Riley d'ailleurs a été honoré. Une belle statue, elle est belle la statue, hein. Elle est belle. Hein. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Elle est belle. Hein. Alors, le problème, c'est que les Lakers ont été minables ce jour-là, mais. Bon, on va être obligé de retourner à Los Angeles parce que c'est la seule statue qu'on n'a pas vue. Tout à fait. Ah, c'était cool de voir Magic, Kurt Rambis, enfin toujours les mêmes gars. Hein. De toute façon, c'est la fine équipe de LA et avec la femme magnifique là de Pat Riley, les grosses bagouzes à l'américaine. Le parrain de Godfather est toujours là. C'était très très sympa. Bien sûr, d'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais quand vous le savez, hein, Best Shooter Live est toujours lié à notre boisson préférée. Bien sûr, au lit. Si vous faites du sport, hop, un petit sachet de réhydratation, c'est ce qu'on fait toujours après qu'on ait joué à la House Factory ou qu'on ait fait le parcours de Best Shooter Live. Donc on vous invite, comme nous, à rejoindre la communauté au lit. On vous met même un petit pourcentage, là, si vous voulez, 10% sur toutes les commandes, avec le code FIRSTTEAM, comme d'hab. Et voilà, j'ai hâte de le refaire, là, ça me manque un peu. Parce que j'aimerais bien être meilleur. Le problème, c'est qu'on va pas toujours jouer à Bercy. Hein. Ah ouais, pas beaucoup joué à Bercy même. Hein. On va même plus du tout jouer à Bercy. On a joué 3 fois à Bercy en tout. Parce qu'on a fait le tournoi de l'équipe en 3-3 là. Un bon souvenir. Et une fois on a joué, vous vous souvenez, le concours de tir il y a 10 ans avec les All-Stars. Tournoi à l'équipe, mon gars, t'arrives à 9h, premier match à 10h30, t'attends, première action, tu siffles 3 secondes, j'ai cru que j'allais tout arracher. J'ai cru que j'allais tout arracher. Voilà, du coup je fais plus jamais ces tournois. Voilà, bon, c'est pas grave. On fait plein d'autres choses passionnantes. Bon, je te propose qu'on accueille notre nouvel auditeur. Comment tu t'appelles, cher ami? Il s'appelle Nico. Salut Nico, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous dans la chambre? Salut les gars. Salut Nico. Tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, impeccable. Oh, t'as un beau micro toi, ça va être plaisir. Dis-nous tout, de quoi tu veux parler? Ok, alors moi je vais vous replonger dans la saison 2010-2011. J'ai été un petit peu témoin de ce mano à mano en tête de championnat. Quel a été selon vous le déclenchement? Qu'est-ce qui a été le tournant de cette saison qui a fait que Malakoff n'est pas monté en N2 et qu'ils ont échoué face aux Stars de Brissac? Parce qu'il me semblait à l'époque, parce que j'ai assisté à ça en tant que joueur de Poitiers, les Stars de Brissac face aux rugueux de Malakoff. Donc, s'il vous plaît, je voudrais connaître le dénouement de cette saison et qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué. Tu étais encore là, toi? Oui, tu étais là. C'est la première année. Brissac, c'est la deuxième. Brissac. Bon, pas parce qu'en face. C'est une armada. Parce qu'en face, frérot, nous on est là. Le plus gros salaire, il coûte 400 € par mois. On s'entraîne 3 fois. Et en face, t'as des mecs comme l'année d'avant avec Chartres où les gars ils gagnent 2500 balles, 3000 balles par mois. Ils s'entraînent 2 fois par jour. Voilà. Par contre, je me souviens qu'au match aller, David Cario, qui était notre coach, qui était un bon coach, il avait tenté une espèce de défense boîte et tout. Il m'avait bien foutu là. Il y a un truc infaisable. C'est ça qu'on gagne de 20 à l'année? Non, Chartres, on gagne de 25, c'est l'année d'avant. Et on perd de 40. Et après, on perd 40 là-bas. 40, hein. On fait des drôles de choix. Et Brissac, c'était plus fort. Ouais, c'est plus fort. Brissac, c'était plus fort. Les mecs sont montés en N1. Enfin, là, honnêtement, c'était même un exploit qu'on arrive à être deuxième. Cette année-là, on perd 4 matchs en National 3. L'année d'avant, on en perd 5. Avec Malakoff, sur les 2 premières années où on joue ensemble avec Thomas et avec tous les autres, évidemment, on perd 9 matchs en 2 ans. Non, mais là, après, moyenne de points de 64 points par match, par voilà. contre. Ah oui, mais c'était un basket rigueux. Mais c'était trop pour nous. C'était trop dur pour nous. Voilà.
Voilà, c'est que franchement, c'était que à 15 ans. on n'a jamais eu de regrets. On n'a jamais eu de regrets. Les regrets, ils sont sur l'année d'après, si tu veux tout savoir. Ouais. Où là, on a vraiment une grosse équipe. Et là, la poule est ouverte. Il n'y a pas de Chartres, il n'y a pas de Brissac. Et là, on se chie dessus. C'est pas une bonne année. Ouais. C'est pas un bon souvenir. Mais contre Brissac ou Chartres l'année d'avant, on n'a pas de regrets. Tu perds 4 matchs dans une saison de N3. Tu montes avec une équipe qui a un budget 20 fois supérieur au tien. Oui. Bravo les gars. Hein. Ça te va, Nico, comme réponse? Ça me va, non, ça va, c'est vrai que c'était fort. Mais vous étiez, rugueux, le mot rugueux, je pense que vous collez bien à la peau. Ouais, c'était raide de jeu contre vous. Mais attends, parce que t'as joué contre Malakoff? J'étais dans votre poule, j'étais à Poitiers. J'étais au centre de formation du PV à cette époque-là. Match d'ouverture contre vous. Attends, je me souviens du match à Poitiers. On avait un coach. On avait joué dans la grande salle une fois. De Paris. Et... Ouais, vous aviez joué dans la grande salle, on avait joué à Saint-Éloi. Enfin, la grande salle. À Saint-Éloi. À Saint-Éloi, ouais. Ah ouais, ok. Ils avaient un poste 4 avec qui on aimait bien se la mettre aussi, qui était pas mal, un tonton. Oui, c'était après on avait une équipe de mutants, hein, on jouait avec nos qualités. Hein. Oui, c'est sûr que c'était pas le basket léché. C'était pas l'adresse, le basket flamboyant. Franchement, quand je dis que c'est 66 points par match, je déconne pas. Hein. On embrasse Nicolas Norca qui nous écoute. Mais ouais, Nico, hein on te voit. Hein. Ah là là, quel bon souvenir. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'était sympa de venir faire un clin d'œil. Franchement, ça fait kiffer, ça. Ça fait kiffer, ces petits souvenirs. Merci à toi de nous avoir appelé pour dire des bêtises pareilles. De rien, avec plaisir les gars, merci pour tout ce que vous faites. Franchement, c'était cool. Et puis Offense, surtout continuez. Si vous voulez nous dévoiler 2-3 noms comme ça pour les semaines à venir, ça serait cool. Mais vous m'avez mis la haine en tout cas d'avoir invité Raymond. Mais à la fin, au final, on est tous d'accord pour dire que il est drôle et il a de la répartie quand même. Oui, c'est un vrai esprit, comme on dit. Raymond. Mais si vous avez des idées d'invités, des gens que vous avez envie de voir, vous n'hésitez pas à nous les mettre. Hein. Toujours, nous les prenons. Si tu veux, Achille, régler ses impôts. Vous connaissez le problème de Wesley Snipes, c'est qu'il s'est fait rattraper, comme on dit. Merci de nous avoir appelés. Merci Nico. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Merci. J'en profite vite fait parce qu'on a reçu un très beau cadeau. Alors, ça se fait plus maintenant les DVD, hein, mais pour le coup, c'est Colin avec qui on était à New York sur le voyage Sport US Travel. D'ailleurs, on embrasse tous les gens qui sont en ce moment à New York et qui vivent une tempête incroyable. C'est un mois début 2026, là, terrible pour les voyageurs. Pas simple, mais en tout cas, Colin nous a envoyé une petite lettre et le DVD des Blancs ne savent pas sauter, avec surtout ces steelbooks là que j'adore. Ça, c'est vraiment pour les gens qui aiment de collection, ciné, ça, j'adore les trucs de ciné. Vous savez, à l'époque, quand on avait le gros coffret là, et que vous aviez plein de versions, dont la version du film commentée par le réalisateur, ça, c'est la grande époque. James Cameron adorait faire ça. Ça, c'était mon cinéma, Erwan. Des making-of, des trucs un peu... Ça, c'était mon cinoche sur Péloche. Ah ouais, exactement. Quand on est passé, on a jeté toutes ces vieilles cassettes, là, pour les beaux DVD. Bref. Attends, j'ai vu des bonnes... Alors, je vois des propositions de noms. Thomas Njijol, par exemple, on adorerait faire Thomas Njijol. Si Thomas Njijol, si vous le connaissez, eh bien, on fait tout pour l'avoir. Alors, donc, Thomas, toi qui aimes le basket, on peut parler de plein de choses. Viens, Thomas, s'il te plaît. Ce serait tellement bien d'avoir un gars comme Thomas Njijol. Alors, attends, j'ai vu une question qui était un peu intéressante. Je vais essayer de la retrouver. Si c'est ça, Litrium, avant le prochain auditeur, c'est quoi votre what if préféré? C'est-à-dire comme la finale l'année dernière avec la blessure de Tyrese Haliburton. C'est quoi ton what if préféré, One, dans l'histoire? J'aime bien les Bulls de Derrick Rose. Okay. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin au bout de leur histoire, voir s'ils auraient vraiment pu taper le hit des Heatles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre si Jordan n'avait pas pris sa retraite? Les 2 ans où Jordan, alors les 1 an et demi, mais bon, il perd. Mais est-ce que Jordan aurait pu enchaîner 8 titres d'affilée? Peu probable, en vrai. Je sais pas, moi. Peu probable. Bah, là, l'usure. Pourquoi il est plein prime? Je sais pas, moi, j'ai jamais vu. L'usure, il y a un truc chez Jordan qui n'a jamais. Que moi, en tout cas, je n'ai jamais vu, même quand il est revenu chez les Wizards, c'est la soif de gagner. Oui. Alors, on ne saura jamais vraiment les vraies raisons pour lesquelles il perd en 93. Il est déjà considéré à ce moment-là comme le meilleur joueur de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas d'usure. Je vois pas, il n'y a pas d'usure. Il y a plein de trucs autour qui font qu'en fait, on l'a plus poussé. Non, mais quand je dis je te parle de ça, parce que dans ta question, c'est ce qu'il aurait pu faire 8 sur 8. Moi, je dis que, en fait, c'est pratiquement impossible, finalement. C'est l'histoire qui le montre. Et donc, quand je dis l'usure avant, tu penses? Je pense qu'ils auraient perdu à un moment donné. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. J'aurais aimé voir. Donc Jordan, sur ces 2 ans où il est dans son prime, ne pas arrêter et surtout le voir affronter Hakeem Olajuwon. Bien sûr.
Ça, c'est un de mes plus grands what if. Ouais, on est d'accord. Après, il y a évidemment les what if de blessures. Penny, Grant Hill, ça c'est les évidents. Pour les histoires de transfert avec Chris Paul aux Lakers, qui aurait complètement changé la fin de carrière de Kobe. Et les 4 dernières années de Kobe, vous savez à quel point ça a été douloureux, enfin 3 dernières années. Donc voilà, ça c'est les bons what if aussi. Souvent on parle entre nous de si Tim Duncan était allé à Orlando. Imaginez Tim Duncan avec Grant Hill et avec T-Mac. Enfin, ça a aucun sens. Avec Grant Hill, il serait été pour le resto. Hein. Oui, malheureusement. Oui, ça c'est vrai. Mais sur le papier, ça aurait pu être exceptionnel. Après, sur les trucs beaucoup plus récents, franchement, c'est bien de prendre cet exemple-là, parce que le truc de Tyrese Haliburton, il y a un monde où les Pacers sont champions NBA, quoi. Et tu vois, évidemment, on est à fond dedans. Moi, je reste persuadé. Moi aussi. Je reste persuadé qu'il passe pas Indiana sur le match. Moi aussi, sauf que le problème, c'est qu'on a dit ça combien de fois pour Indiana pendant les playoffs. Mais le début de match commence, en plus ils mettent dedans, mais ils sont repoussés, notamment Haliburton, il est repoussé, alors il met 4, mais il n'aurait pas fait ça 48 minutes. Je reste persuadé on sait pas. Oui, mais c'est mon avis, mais aussi pour donner un avis. Oui, mais on sait pas. Moi, le problème, c'est qu'ils ont gagné 3 matchs dans la série. Oui. Tu me dis que, tu sais, ça fait penser à Courtney Lee, tu sais, qui rate avec Orlando contre les Lakers. Accordé. Voilà, panier accordé. Mike Pietrus, panier accordé. Voilà, ils auraient peut-être pu gagner un match, les lancers francs de 95, machin, hein. Mais à un moment donné, là c'est un seul match. Ils les ont déjà gagnés les games. Donc franchement, plus j'y pense et plus je me dis putain, en fait, j'ai envie de croire qu'ils auraient pu le faire. Tu vois? Alors que pour moi, ils perdent la finale au match 6 ou au match 5. C'est le 5 non plutôt. C'est le 5 qui gagne le 6 pour aller s'offrir un 7. Ouais, je sais plus comment c'est. Il y a un match à domicile, le cas de 5 ou le 6 où ils doivent le gagner, et c'est quand Shea là prend un coup de chaud en deuxième mi-temps. Et là, pour moi, ils doivent c'est le 5. C'est le 5. Oh. Et là, pour moi, ils doivent tuer le truc. Ils doivent prendre un avantage, s'offrir un match après à domicile, c'est le 5. Donc, pour gagner. Après, ils ont été magnifiques sur toutes ces finales. C'est vrai que la blessure rend une dramaturgie, mais sur les premières minutes, si vous regardez le match, les autres, ils leur mettent une guerre. Je suis pas persuadé que sur un match sur 48 minutes. Mais ce n'est que mon avis. Ouais, bien sûr. Bon, on saura jamais de toute façon. Hein. C'est la beauté du what if. C'est que on est en train de spéculer sur un truc. L'histoire c'est écrit d'une telle manière que bon, bah, voilà. Si voilà, il y a des what if. Les Spurs, voilà, exactement. Les fans des Spurs parleront toujours de la cheville de Kawhi Leonard. Et oui, si Zaza Pachulia est pas mis son gros pied. Les fans des Knicks parleront toujours de Patrick Ewing qui est blessé en 99. Alors il est en fin de vie. Ouais, mais quand tu vois que tu te retrouves avec Kurt Thomas face aux deux tours jumelles. Kurt Thomas et Camby qui a du jus face à Duncan Robinson, c'est dommage que tu vois, j'aurais rêvé de voir Ewing face à ces deux Golgoth. Bien sûr, si Chris Paul s'était pas blessé contre les Warriors, il y a tellement de what if que Kawhi Leonard, si les autres sont pas tous blessés, Toronto là ils ont zéro titre. Hein. Ça marche pour Chris Paul aussi. Hein. Bien sûr. C'est ça qui est passionnant avec les what if. C'est une très bonne question. Je te propose d'accueillir un nouvel auditeur, pardon. C'est attends, j'ai une info là. Youssouf Nurkic will undergo une petite opération. Out pour la saison. Oui, bon, tiens. Oh, il va leur manquer au Jazz, tiens. Allez, on reçoit Nathan qui nous a appelé dans cette FAQ de toute beauté. What's up, Nathan? Bonsoir, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, Nathan. Bon micro, bonne voix. Super. Ça va? Alors en fait, je vais vous expliquer. J'ai une théorie, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Enfin, c'est une théorie, c'est un peu une conclusion rapide que j'ai fait, mais je veux avoir votre avis parce que vous connaissez bien la NBA, vous connaissez bien les coachs, et je voudrais votre avis là-dessus. Allez, vas-y. Alors, vous connaissez bien Sacha Vezenkov, vous connaissez Gershon Yabusele. Ces deux joueurs ont un point commun. Ils ont joué en NBA et un coach leur a un peu mis des bâtons dans les roues. C'est Mike Brown. Est-ce que vous pensez que Mike Brown a une haine envers les top joueurs européens ou deux top poste 4 d'Europe? Surtout Vezenkov, pour moi c'est le pire. Pour moi, Vezenkov aurait pu être un excellent joueur NBA, il n'a même pas laissé sa chance. Et Yabusele, j'en parle même pas, il jouait comme un espoir bref. Alors, c'est vrai que le point commun, c'est Mike Brown. Après, j'ai du mal à lier les deux histoires, en tout cas entre Vezenkov et Yabusele. Vezenkov, on va commencer par lui, c'est un magnifique joueur, honnêtement, mais c'est un magnifique joueur d'Europe. Vezenkov, il défend pas, il a les pieds en canard, il peut pas jouer à NBA. Ou alors, en tout cas, on le voit bien avec l'Olympiakos, Vezenkov, faut bosser pour lui faire, tu vois, sur des sorties d'écran. En NBA, ils ont fait pas ça pour un joueur qui, d'un coup, devient average en NBA. Pour moi, Vezenkov, il est allé, il voulait voir, je comprends bien. Après, il tombe dans une équipe où il y avait un peu de monde sur le poste. Il sortait d'une bonne saison, en plus les Kings. Pour moi, c'est un peu différent. Il y a Yabusele.
Yabusele, c'est un peu différent, surtout quand on voit ce qu'il fait à Chicago depuis qu'il est parti. T'as vu que Mike Brown a pris la parole d'ailleurs il y a 2 jours. Il a parlé. Il a dit on n'avait pas de place pour ce type de joueur, donc un straight five. Non mais pas de place, pas de système. Oui, dans notre système, on n'avait pas de place pour lui. Il n'a pas de système tout court, Mike Brown. Attention, mais je me le garde, Mike Brown, parce que j'ai quelques petites infos. En plus, je me le garde. Je me le garde pour les Knicks. Mais voilà, pour moi, honnêtement, pour moi, Vezenkov, pour lui et pour nous, c'est 1000 fois mieux de le voir en Euroleague. C'est trop dur la NBA pour lui, qui est une ligue où on est d'abord sur de l'agressivité, de la vitesse, des qualités athlétiques, du combat. Il n'est pas là-dedans. Vezenkov, tu le vois jouer, c'est les attraper, les shooter, jouer dans les écrans, provoquer des fautes. Là, la NBA, c'est beaucoup trop physique, j'imagine, pour lui. Enfin, après, je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, moi, j'étais en train de penser à Mike Brown et l'idée des Européens. Je n'oublie pas que Mike Brown va en finale NBA. Dans le 5, il y a Igoskas, il y a Sacha Pavlovic. Ouais. Voilà, il y a des Européens qui sont là. Moi, je dirais pas. Peut-être qu'il y a des coachs racistes en NBA qui n'aiment pas les Européens. En tout cas, moi, je vais pas avancer cet argument. Au vu de la tendance, puis il fait jouer, il lance Modiawara, pardon. Oui. Il lance Modiawara, donc il fait pas jouer Gershon, certes, mais il lance Modiawara, qui est quand même une surprise incroyable. Il est entoué, personne s'attend à ce qu'il joue. Il en fait un mec dans le 5 majeur, il lui file des missions. Mais encore une fois, on est sur des profils. Ce que fait Modiawara sur des missions, Gershon ne peut pas le faire. Et vice-versa. Modiawara, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de mettre 38 pions avec l'équipe de France à l'Euro. Bref, c'est plus des histoires, des contextes, des profils qui font que mais jamais on va rentrer là-dedans. Puis Tom a parfaitement raison de remettre en perspective le 5 majeur qui va en finale en 2007 avec Mike Brown. Il y a 2 Européens dans le 5. Et puis avec après, je parlais pas vraiment de racisme, moi c'était plus par rapport au vu de l'Euroleague, qui prennent, que ça soit 2 top joueurs européens qui ont vraiment dominé en Europe et qui arrivent, qui sont coachés par le même coach. Le souci pour les deux, c'est que c'est pas des bons défenseurs aussi. Donc il y a un constat clair là-dessus, c'est que c'est des super talents et tout ça, mais défensivement ils souffrent. Et donc en NBA, avec un coach tendance défensive comme Mike Brown, c'est peut-être juste que ça lui plaît pas, quoi. Micic, il détruit l'Euroleague, il va là-bas. C'est un lambda. C'est un random. Il y a beaucoup d'MVP. Jasukevicius, quand il va à NBA, alors c'était à une autre époque. Ouais. Alors qu'en Europe, c'était un ordinateur, il coachait à la place des coachs. Il y avait là-bas, que ce soit à Golden State ou à Indiana, ça prend pas. Ça, c'est une vraie question d'ailleurs entre nous. On en parle très souvent. La transition d'être un. On parle de Milos Teodosic aussi, Marcelino Huertas. Alors, ils sont allés plus tard et tout, tu vois, mais c'est des mecs qui ont été excellents en Euroleague, qu'on a vu en NBA et qui ont jamais fait leur place. Voilà. Pour Anthony Kukoc, t'as tous ces autres mecs-là qui vont galérer, ou Drazen Petrovic, bien sûr, à son époque. Donc, c'est quand même intéressant. Nigel Ice Davis, alors pour le coup, il est américain. Il n'a pas vu longtemps la NBA cette année. Hein. Ouais, tu vois, ça marche aussi pour les Américains. Ouais. Tu vois, Sean Larkin qui a détruit l'Euroleague, qui est un super joueur, l'un des meilleurs meneurs d'Europe. Il n'est jamais retourné. Il a galéré en NBA entre les Knicks, les Nets, les Celtics. Avant d'arriver en Europe. Il n'est jamais reparti. Il n'est jamais reparti. Je pense qu'il a dû avoir des propositions. Mais pour être troisième meneur. Voilà, pour être troisième meneur en NBA. Sean Larkin qui est un top meneur d'Europe depuis 5, 6, 7 ans. C'est les propositions qu'il a en Europe, c'est en NBA, c'est troisième meneur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que là, je vois tous les Mike James, ça c'est intéressant, parce que Mike James, il a joué en NBA, il vient en Europe, évidemment, il a des soucis de comportement et tout, mais il a eu sa chance pour retourner. D'ailleurs, vous allez pas le voir ce soir, Mike James, mais il est dans l'équipe des Brooklyn Nets de 2021. Vous vous souvenez, il a fini la saison avec Kevin Durant. Avec Phoenix et les Nets, il a des sorties à 13, 12, 14 points. Après, il va en Europe, et après, il retourne. Il mettra toujours des pantons, mais encore une fois, c'est des mecs qui sont... Après, tu as aussi ce qui est intéressant, c'est que les mecs dont on sait en Europe, c'est des stars. Donc ça veut dire qu'il y a tout ce qui va avec la star, la considération de l'équipe. Tu t'entraînes un peu quand tu as envie. Tu as ce truc-là, quand tu arrives en NBA, tu t'es considéré comme le U21 et c'est toi que t'as pas le droit d'avoir des états d'âme. Je pense que Sean Larkin, Alan Oudolou, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je pense qu'il s'y retourne en NBA, ça sera pas le cas. Puis maintenant, les mecs sont trop vieux. Puis je pense qu'il y a aussi un truc que les mecs veulent arrêter, c'est que quand tu arrives à 28, 29, allez, 30 au moins, ils veulent plus retourner en NBA parce que derrière, parce que c'est plus rentable. T'en dis quoi, Nathan, après nous avoir écoutés? Non, franchement, en vrai, oui, vous m'avez convaincu. Moi, c'est vrai que j'avais pas cette image de Vezenkov aussi mauvais en défense. Je l'imaginais vraiment pouvoir jouer à NBA, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes systèmes. J'imaginais quelqu'un beaucoup dans le tir, un grand comme ça pouvait le faire. Non, mais ouais, vous m'avez convaincu. Non, mais il a le talent pour jouer NBA. Hein. Il a le talent, il aurait pu jouer 10 ans à NBA. Juste à un moment donné, t'arrives avec aussi un statut. Donc toi, t'arrives avec ta confiance, etc. Là-bas, vous savez comment ils sont, les Américains, ils en ont rien à faire. Hein.
On va dire non mais moi ça fait 2 ans que je suis MVP de l'Euroleague. Bah ouais, d'ailleurs c'est pour ça que t'es dans l'équipe et que t'es 9ème homme. Non mais c'est terrible, hein, je te jure c'est terrible. Mais c'est la réalité. Je pense qu'il y a des mecs qui font des carrières NBA qui n'ont pas le quart du talent de Vesenkov. Hein. Mais par contre qui sont des avions de chasse athlétiques. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est toujours ces débats éternels entre Euroleague et NBA. Il y a des mecs, il y a des joueurs de NBA de rôle. Et, regarde, je vais prendre Lamar Stevens. Lamar Stevens, ce qu'il a fait en NBA, Vesenkov, il en est loin de l'avoir fait. Alors il a peut-être pas eu le temps, mais On se comprend. Mais aujourd'hui, quand je vois Lamar Stevens jouer dans un contexte FIBA, c'est compliqué. Hein. Les lectures, les trucs, c'est très dur pour lui. Alors que c'est un physique, c'est un de déménageur. Il y a un mec qui est capable de mettre des tirs, bon slasher. Il a beaucoup de mal à s'intégrer dans le jeu FIBA. Tout à fait. Commentaire de Tanis, que vous connaissez bien sûr. Le seul qui a perçu en NBA sans défendre, c'est Lucas. Bon, en même temps, il faut marquer 36 points par match pour être. C'est exactement ça. Est-ce que tu es assez fort pour mettre au moins 25 points par match en NBA? Est-ce que Vesenkov, il peut mettre 25 points en NBA? Bah non. Pas dans une équipe qui gagne. Ça, c'est Pas sûr. du tout. Attends, on va pas commencer à se mentir non plus. De toute façon, moi je pense que Vesenkov, il peut jamais mettre 25 points. Ce que je veux dire, c'est que si tu lui dessines tous les plays pour lui, que tu joues que pour lui, oui, mais c'est pas rentable, mais tu gagnes 2 matchs dans la saison. Mais même, en fait, le truc de on joue tout pour toi. Dans l'équipe, il y a 5 mecs qui sont meilleurs. Non, mais parce qu'il peut Comment il aussi. s'appelle le poste catch shooter là? Il y a son jumeau à Portland. Chris Murray. Keegan Murray, tu vois déjà Keegan Murray, bon, c'est dans le même profil de shooter, mais il fait 2 fois plus de trucs autour. C'est un athlète N'oubliez pas que les joueurs NBA, le niveau est. Mais oui. C'est abyssal. Mais alors, ils sont exceptionnels, les mecs. Oui, N'oubliez jamais ça. Mais c'est pour ça que l'exemple de Lamar Stevens qui arrive à Paris. Mais Lamar Stevens, il a rien fait en NBA, enfin, soyons clairs. Oui, mais c'était. Là, pour moi, c'est pas un bon exemple. C'est un mec de G-League, c'est un super joueur de G-League. C'est pas un joueur NBA. Bon, il s'est installé en NBA quand même. Mais tu Dans t'as des fait quoi? rôles. Il a joué jamais rien fait, 5-6 gros. ans. Attends, je vais te dire, et tu vas être surpris. Hein. Lamar Stevens, il a détruit la G-League, mais il a rien fait en NBA. On va commencer à. On va citer Lamar Stevens quand même. Alors, Lamar Stevens. J'ai l'exemple d'un joueur qui avait commencé en NBA, qui s'est fait une grosse blessure, qui est allé en Europe et qui est revenu en NBA pour faire des finales. Dante Exum, c'est le seul que j'ai là. Oui. Les joueurs internationaux, mais intéressant. Mais tu vois, t'as raison. Hein. Mais il revient par la petite porte à Dallas. Après, le problème, c'est qu'il est tout le temps pété, Dante Exum. Draft. Bon, merci en tout cas Nathan de nous avoir appelé. C'était très intéressant. Merci à vous. Très intéressant. Alors, merci beaucoup, hein, encore une fois. On a encore 5-6 minutes. J'ai beaucoup de trucs pour vous là sur le truc. Erwan, déjà, j'espère que tu as réfléchi à la question du fromage. Le peuple veut savoir. Ton top 3 fromages. Top 3. Top 5, c'est trop. Top 3. Et essaie de me mélanger. Tu me fais pas 3 pâtes dures. Oh, Comté. Normal. Gorgonzola. Ok. Mais j'ai envie de mettre Gorgonzola Roquefort. Hop, tu m'en choisis un fromage. Gorgonzola Roquefort bleu. Tu vois, toutes ces ambiances là. C'est pas la même chose. Ouais, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture. Je veux Le problème, un c'est que fromage. je peux manger du bleu et du Roquefort régulièrement, le Gorgonzola plus rarement, mais le Gorgonzola très au-dessus. Ok. Allez, Gorgonzola. Ok. J'hésite entre un bon clacos, un bon camembert, un vrai bon du fromager, ou alors un bon fromage de chèvre. Un petit crottin de chèvre là. Non, pas crottin. Quoi, un fromage fraise. Ouais. Un petit. Alors j'en oublie d'autres, putain. Moi je suis un grand fan de comté. D'ailleurs, si vous venez du Doubs, qui voulez nous faire un cadeau, envoyez-moi du comté. Ah, oh là là. Affinage 30 mois, 36 mois, là envoyez des cristaux de sel comme ça, même si c'est pas les cristaux de sel, on le sait, mais envoyez. Ça me ferait plaisir. Un troisième. Voilà. Moi, fromage hollandais, pas du tout. Ah, le gouda, moi j'adore. Gouda vieux, là, j'adore ça le m'emmerde. gouda. Ça m'emmerde. J'adore le gouda. Là, on nous parle de Saint-Nectaire, Chamois d'Or, Neuchâtel, Morbier. Ah, attends, il y a comment ça s'appelle la brique là dans l'Auvergne là, comment ça s'appelle La brique. Fromage, pas de la brique, ça comment il s'appelle? Oh, je vais me faire engueuler par ma famille à Saint-Thé là. Il y a la tome de Savoie, c'est exceptionnel. Bien sûr. Mimoulette affinée, j'adore la mimoulette. Comment ça s'appelle le truc rectangle là qui est un peu. Est-ce que t'aimes les trucs qui sont ondulé, très là forts, genre le langre, le maroilles? Oui. Après, évidemment, on ne mange pas tous les jours des trucs comme ça. Gorgonzola, moi c'est fort. Hein. Oui, mais Gorgonzola, ça c'est des bleus, ça. Moi, je te parle de ceux qui puent, là. Oh, le brie, bien sûr, un bon brie, là, du 7-7, là. Brie de Meaux. Tu l'ouvres en deux comme ça. Crème de truffe. Paf, tu refermes, et là, tu mets une petite fève. Le fromage basque. Comment ça s'appelle encore? Et Torquay. Bon, c'est la marque, non, c'est la marque. Non, c'est. Oh là là, au Sotogari. Non, Sotogari, c'est le Au Sotoy, je m'en Ah merde, c'est comme attends. Le fromage on basque, est mauvais, très putain. haut niveau. Fromage basque. Comment ça s'appelle Oh non, le fromage. Fromage basque. Putain, comment il s'appelle, cet imbécile? Le petit basque, mais ça n'a rien à voir. Maman, comment il s'appelle le fromage là, la brique qu'on appelle à Voré là? Dis-moi comment ça s'appelle. Osso Irati. Osso Irati, bon. ça c'est la famille. Bah ouais. Le Saint-Félicien, alors si on doit vraiment compter, même si j'adore le Cantal, mais compter quand même numéro 1, un Saint-Félicien crémeux, là, de la confiture, tu parlais tout à l'heure de cerise noire,
Ça régale. Et après, bien sûr, là, tu me mets Roquefort, là, il faut que ça arrache. Après, je fais une petite sauce comme ça avec mes pâtes. J'ai faim. Alors, Erwan, malheureusement, on vient de passer un excellent moment. Et non, il y a des gens qui veulent qu'on parle des J.D. Bonsa notamment, de la draft 2026. Ok. On aura le temps d'en discuter. Bah oui, il faudra faire une vidéo spéciale. Ayman va faire des profils et on va s'y pencher parce que vous savez, la QA de la draft 2026 va être super. Non, Erwan, il faut qu'on parle de Zachary Zaché parce que depuis qu'on a fait notre vidéo, notre débat dans le First Day Show, où on essayait d'expliquer ce qui se passait un petit peu pour Zach, bah, on a appris une mauvaise nouvelle pour lui, hein, malheureusement. C'est qu'il a été enlevé du 5 majeur par Quinn Snyder chez les Hawks. Mauvaise nouvelle pour Zachary, Erwan. Ça va pas dans le bon sens de notre affaire là. Non. Vous avez vu les stats qui sortent et tout, tout le monde est sur ses côtes. Mon Zach. Ah, ta mère a répondu ? Ouais, mais elle dit la fourme d'ailleurs, c'est pas une brique. Fourme d'Ambert. Mais c'est pas ça, oui. Là, c'est du bleu, ça. C'est pas ça. Bref, on sort. Pas grave, maman. Maman qui est devenue grand-mère. Bravo, maman. Bravo à mon frère. Yannick, je suis tonton. J'embrasse mon frère. Bravo, Bienvenue Yannick. au petit Adèle. Envoyez de la force au petit Adèle. Est-ce qu'il va aller dans les To Be Free lui aussi ? Non, je pense pas, non. Pourquoi Après, pas ? il risque d'être musicien, mais parce que vu mon frère. Mais... Comme les To Be Free. J'imagine que si c'est mon frère qui lui approche de la musique, il fera pas la boys band. Oui, ça va pas dans le bon sens. T'as raison, ça va pas dans... Je sais même plus de quoi on parlait. Ça va pas du tout dans le bon sens. C'est pas simple de trouver les mots. Mais je pense qu'il va falloir, sur l'objectif de fin de saison maintenant, parce qu'il va falloir penser comme ça, en tout cas dans la manière d'observer Zachary, qui est encore un jeune joueur. Moi, en tout cas, personne m'entendra le condamner maintenant. Personne va le condamner, Erwan. Ce qui est sûr, certains le font, mais c'est pas Mais grave. ça, c'est leur problème, ça, après, pas nous. chacun vit les choses comme il a envie de les vivre. Je pense qu'il faut réduire la casse. On en est là. Sur cette fin de saison, on en est là. Waouh. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il a besoin d'une coupure, de voir ce qui se passe l'été, trader, pas trader, de peut-être retrouver un cadre un peu plus, ce qui lui convient d'équipe de France, peut-être parler avec des OG, peut-être parler avec des anciens, aussi c'est pareil d'ailleurs, hein, mais peut-être se retrouver un peu dans un coupé et revenir en disant, ok, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois changer, parce que ça peut pas être que le contexte n'est pas favorable. Quinn Snyder, ça fait quelques mois où on a compris qu'il voulait pas trop le mettre en avant aussi, ok, mais maintenant, ça peut pas être que la faute des autres. Zachary Zaché, avec les qualités qu'il a, s'il en est là, c'est qu'à un moment donné, peut-être tout n'est pas bien fait. On sait que c'est un garçon qui s'entraîne, qui est sérieux, mais ça aussi, c'est un truc sur cette nouvelle génération, c'est que s'entraîner aujourd'hui, se lever plus tôt que tout le monde, aller arriver plus tôt à la salle, faut qu'on arrête un peu ce fantasme-là. Après, tout le monde le fait, non, mais tout le monde le fait. C'est le minimum de tous les joueurs NBA. Mais c'est pas gage non plus de devenir. Il y a un truc, à un moment donné, il y a un déclic là où qui doit se faire, c'est entre devenir un jeune potentiel et un bon joueur adulte. Mm-hmm. Donc je pense qu'il va falloir finir cette saison comme il se doit, prendre ce qu'il a, mais c'est pas simple. Je le sens pas. Je pense qu'il essaye, mais que c'est dur. Que c'est très très dur pour lui. Il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression, pour l'aider du côté d'Atlanta. Il était proche de Trae Young qui est plus là, qui était un peu son grand. Donc, bien finir, voir ce qui va se passer cet été. Ses agents bosseront dans ce sens-là. Mais qui... Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que tu n'as rien dit, mais oui. Je veux dire, mais ta phrase, tu l'as arrêtée au milieu, c'est pour ça. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Je veux dire. Et je l'ai dit avant le All-Star Game, le All-Star Weekend. Pour moi, c'était une mauvaise nouvelle qu'il y aille. Alors, lui, il a dit que c'était cool. Après coup, oui. Hein. Non, mais je pense vraiment qu'il avait besoin de s'aérer l'esprit parce que c'est compliqué. Zachary est jeune. Zachary vit sur la même terre que nous et il voit bien ce que tous les gens sont en train de dire. Quand je dis même pas nous, je dis les gens, les supporters, les observateurs, les adversaires. Parce que tu dis qu'on fait rien pour lui. Enfin, on l'a laissé dans le 5 pendant très longtemps malgré des performances individuelles, montagne russe et pas qu'un peu. Le souci, c'est que c'est la NBA. Et la NBA, ça va vite. La NBA, c'est dur, c'est ultra concurrentiel. Et qu'aujourd'hui, dans son équipe, malheureusement, il y a au moins, sur son poste, 3 ou 4 joueurs qui sont meilleurs. Donc là, Quinn Snyder, qui était bien gentil de laisser CJ McCollum en sortie de banc, jusque-là. Hein. À part Jalen Johnson, il n'y a pas un joueur qui est meilleur que CJ McCollum dans l'effectif. Donc tu te retrouves avec CJ McCollum, sachant qu'ils n'ont plus de meneur de jeu, qui réintègre le 5 majeur. Il ne va pas se passer de Dyson Daniels. Il ne peut pas. Il ne va pas se passer de Nickel Alexander Walker. Il ne peut pas. Ils sont meilleurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un numéro 1 draft et la pression que ça incombe, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on le sait, on le joue. T'es numéro 1 draft, on va toujours parler de toi différemment. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que il ne trouve pas les ressources à très court terme. Non. À très court terme pour
continue à s'éclater. Je sais pas si t'as vu passer, mais sur les réseaux, il y a, je sais plus qui c'était, donc je vais pas dire de bêtises, mais les highlights de sa dernière saison à Bourg-en-Bresse qui sont ressortis là sur Twitter. Mais c'est pas du tout le même joueur. Il s'amusait, il tentait des trucs, des step back, des dribbles. Alors évidemment, c'est pas le niveau de la NBA, mais je vois un gars qui joue avec le smile, qui fait des trucs, tu vois. Et là, on le retrouve absolument pas parce qu'il s'est fait. Il est en train de se faire écraser par le système de la NBA. C'est pour ça que parce qu'il est pas protégé peut-être, mais parce que pour l'instant, il a pas. C'est pour ça que je suis en train de te dire que le début de carrière, il est très compliqué. Que là, cette fin de saison, pour de toute façon, moi, je vois bien que lui. L'année dernière, ça allait en vrai. C'est cette année. Oui, parce que l'année dernière, il finit quoi, deuxième ou troisième? Oui, il y a les premiers 5, il n'y a rien à dire. Voilà. Je trouve que cette année, il n'arrive pas à trouver les ressources pour sortir la tête de l'eau. Donc tu as raison, il se fait complètement écraser par ce qui se passe aux Hawks en plus, par le système NBA, par les attentes autour d'un numéro 1 draft. Raison de plus pour un moment se dire que cette année pour lui se termine rapidement, le moins pire possible, qu'il arrive à sortir encore quelques matchs comme il est capable, à 15-20 points, mine de rien, moralement, faire du bien. Et par contre, derrière, coupé, pas d'interview, pas de truc. Moi, ma famille, mon truc, boum. Et des gens qui se regardaient droit dans les yeux avec des gens qui connaissent le milieu. Et je pense qu'il est entouré de gens qui connaissent le basket. Je veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal? Oui, on peut... Les Hawks, peut-être pas si bien, peut-être ça. Ouais, mais le numéro 1 draft, ok. Voilà le contexte, tu seras numéro 1 draft jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on doit faire de mieux? Voilà. Moi, je reste persuadé qu'il a les qualités athlétiques, physiques, basket pour pouvoir exister. Tout. Maintenant, c'est une ligue d'adultes. C'est une ligue d'adultes. Et il faut, à un moment donné, par l'attitude, par la façon de faire, par ce qu'on dégage, être à un moment donné un peu plus méchant, à commencer par les coachs, par tes propres coachs qui voient en toi un mec, ok, lui, je vais l'envoyer, il va mettre du bois, lui, il va être dur, lui, il va être méchant. Voilà, on a l'impression qu'il y a trop d'éléments extérieurs qui jouent sur ce que peut-être peut avoir, ce qui peut impacter sur Zachary. Et franchement, ça fait chier, mais le constat aujourd'hui, il est que cette deuxième saison, elle est terrible. J'étais très rassuré après la première année. Moi aussi, je trouvais bien. Et là, je me dis, ah ouais, mince, en fait, la bombe, elle a explosé plus tard. Je pensais qu'elle était désamorcée. En fait, elle a juste explosé plus tard. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir trouver les ressources pour rebondir. Il lui reste 2 ans de contrat dans son contrat rookie. C'est un numéro 1 de draft. Je reste persuadé qu'il aura une chance ici ou ailleurs. En NBA, je parle évidemment. Par contre, il pourra pas la rater. Il a pas tout bien fait. Si tu fais tout bien, il se passe pas ça. Donc, c'est apprendre à la dure. Il en reparlera dans 2-3 ans pour dire oui, j'en ai énormément chié sur cette deuxième année, mais ça m'a permis de comprendre de ci, de ça. Il faut se servir de ce qui se passe en ce moment pour rebondir. Donc, finir cette année, je l'espère être capable de sortir des matchs entre 15 et 20 de temps en temps. Et puis, se poser cet été avec ses agents, qu'est-ce que veut faire la franchise? Couper, retrouver l'équipe de France et réattaquer l'année prochaine avec une dalle. C'est ça en fait qu'on a envie, avec une dalle où en mode c'est moi et personne d'autre. Je parlais tout à l'heure de Quinn Snyder qui en a parlé justement. J'ai parlé avec Zach parce que c'est lui qui n'était plus titulaire et CJ McCollum donc qui rentre dans le 5 majeur. Le plus important, c'est que ça ne remet absolument pas en cause ma confiance en lui, ni ce qu'on pense de lui ici. Je pense même que ça peut être positif pour lui, entrer dans le match face à d'autres match-up contre d'autres joueurs. Et j'étais content de voir qu'il avait l'air relâché et compétitif. Bon, affaire à suivre. S'il y a des trucs intéressants à raconter, bien sûr, dès ce jeudi, on en rediscutera ou dès la semaine prochaine, parce qu'évidemment, c'est un cas qui nous passionne. On est à fond derrière Zachary. Comme le disait Erwan, nous tellement convaincus que ce gars-là a 15 ans de NBA dans les pattes. Maintenant, peut-être qu'il va falloir qu'il trouve le bon endroit. Si c'est pas Atlanta, ce sera ailleurs. J'imagine qu'il y a dans les 29 autres franchises, il y a bien un GM qui adore Zachary et qui voit en lui un potentiel pour être titulaire et avec des responsabilités à terme dans cette petite équipe. On a fait le tour pour cette FAQ. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Erwan? On a parlé de Best Shooter Live, on a parlé de basket, on a parlé de fromage. Quoi d'autre? J'ai toujours pas le nom de mon clacos. Parce que je vois pas du tout. Un peu fondant. Attends, vas-y, décris-nous la vite. Un peu fondant. En fait, ça vient d'où? C'est quoi? C'est une brique, mais c'est fondant. Mais c'est quoi? C'est de la brebis, je crois. Ok. Et c'est quoi? Il y a un truc dans autour? la Haute-Loire. Non, c'est un truc un peu ondulé, très légèrement ondulé comme ça. C'est un rectangle. Ok. Putain, ça m'énerve. Et j'ai mangé ça toute ma vie chez ma grand-mère. Et ben alors? Putain, je suis vraiment bidon. Tu sais combien il y a de fromages en France différents? Ouais, je sais pas, 300, 1200 variétés. 1200. Donc parmi les 1200 variétés, il y a un fromage de Haute-Loire, de chez la grand-mère d'Erwan. Malheureusement, je vais pas pouvoir l'aider. 1200 fromages. C'est ça qu'on va faire un jour, une énumération de tous les fromages. Bref.
Voilà pour cette FAQ, c'était toujours un plaisir de vous avoir par écrit ou comme là à l'oral via Discord. C'est quand même des moments toujours privilégiés que l'on passe ensemble dans cette FAQ. On en refera un petit peu plus tard si l'actu est faible comme elle était cette semaine. Merci à tous, hein, bien sûr, vous êtes les meilleurs.